Уважаемые участники, сейчас я бы вам хотел представить первого сегодняшнего выступающего. Это человек, с которым мне удалось познакомиться в Париже, в апелляционном суде города Парижа. И мне было настолько приятно услышать то, что он говорил, как судья этого суда, о том, что 40% дел, которые разрешает решение принимает с учетом Европейской конвенции по правам человека. И когда он пригласил меня в кабинет показать, мне было тоже приятно увидеть, что все делопроизводство в этом суде ведется электронно. То есть нет тех пачек бумаги, папок судебных дел, которые у нас обычно есть в судах. Я увидел на столе Европейскую конвенцию по правам человека. Пожалуйста, приветствуйте Тимоти Перрис, судья апелляционного административного суда города Парижа, доцент университета Пари эс Тут вот сложно мне сказать. Кретей. Пожалуйста. Merci beaucoup. Спасибо большое. Mesdames, Messieurs, je souhaite d'abord remercier très chaleureusement les organisateurs de cette conférence, et en particulier Anton Burkov pour m'avoir invité et l'ambassade de France pour soutenir cette conférence. Je remercie également très chaleureusement l'Assemblée parlementaire de l'Oblast de Sverdlovsk de nous accueillir. Les conditions sont exceptionnelles. Je vais vous faire part de mon expérience en tant que juge administratif français concernant l'application de la Convention européenne des droits de l'homme. Qu'est-ce que la Convention européenne des droits de l'homme pour un juge administratif ? C'est une compagne. C'est une fidèle compagne. Mais je vais vous dire un secret. Ça n'est pas la seule. En réalité, comme juge administratif, j'applique bien évidemment de nombreuses normes. La Constitution, la loi, la jurisprudence, le règlement. Mais parmi ces normes, la Convention européenne des droits de l'homme est assurément un texte de référence. C'est une norme qui fait pleinement partie de mon environnement. C'est une norme qu'un juge administratif français va croiser toute la journée dans son quotidien. Il y a 10 ans, voire peut-être 5 ans encore, une telle phrase aurait sans doute été imprononçable. Vous savez sans doute, le juge administratif français, c'est l'un des 2 ordres de juridiction qui structurent le droit français, qui structure les ordres de juridiction en France. D'un côté, le juge judiciaire, avec ses tribunaux, ses cours d'appel, sa cour de cassation. De l'autre côté, de manière séparée, la juridiction administrative, avec ses tribunaux administratifs, ses cours administratifs d'appel et son juge de cassation, qui s'appelle le Conseil d'État. Les juridictions administratives auxquelles j'appartiens, elles ont pour mission de juger l'administration sur recours des personnes, des associations, des entreprises. Elles peuvent annuler un acte pris par une autorité administrative, elles peuvent aussi condamner la puissance publique à payer une somme d'argent. Ces juridictions administratives, elles s'occupent par exemple d'urbanisme, d'impôts, de marchés publics, de responsabilité hospitalière, ou encore de juger les décisions relatives au séjour des étrangers, à l'éloignement des étrangers. Ces juridictions administratives françaises, elles appliquent un droit particulier, le droit public, qui est différent du droit civil. C'est un droit qui est, par essence, lié à la nécessité de contrôler l'État. C'est donc un droit qui est éminemment rattaché à la notion de souveraineté. Et de ce fait, c'est un droit qui s'accommode assez mal, de par son origine, à l'intrusion de droits étrangers, voire de droits étranges, comme le droit de la Convention européenne des droits de l'homme. Pourtant, je l'évoquais, aujourd'hui, dans le quotidien d'un juge administratif français, la Convention européenne des droits de l'homme accompagne ce juge du matin au soir. Le matin, lorsque j'arrive à mon travail, je vais commencer à traiter des dossiers, parce que la procédure est essentiellement écrite devant le juge administratif. Avant d'analyser ces dossiers, je vais d'abord me poser la question, est-ce que je suis impartial sur ce dossier ? Est-ce que j'ai un intérêt quelconque à cette affaire ?
Si je me pose cette question, c'est parce que je suis un juge, indépendant, impartial, mais si je me la pose systématiquement, c'est aussi parce que la Convention européenne des droits de l'homme m'y incite. Ensuite, je vais traiter un certain nombre d'affaires. Dans la matinée, on va dire 3 dossiers à peu près, un petit peu moins parfois. Je vais traiter un dossier d'éloignement d'un étranger. Je vais analyser ce dossier, la personne va invoquer des arguments tirés de la violation du droit interne, de la violation de la loi. Il va aussi invoquer, au milieu de ses écritures, des arguments tirés de la violation de la Convention européenne des droits de l'homme. L'article 8, par exemple, qui protège le droit à une vie familiale normale, ou l'article 3, qui interdit d'éloigner un étranger vers un pays où il risquerait des actes de torture ou de traitement inhumain ou dégradant. Je vais traiter un deuxième dossier, par exemple une décision de l'administration pénitentiaire de transférer un détenu entre 2 établissements. Eh bien, cette personne va invoquer la méconnaissance de la loi, la méconnaissance du règlement national, mais aussi la méconnaissance de la Convention européenne des droits de l'homme. Lorsque je vais analyser ce dossier, je vais analyser les arguments tirés de la méconnaissance de la Convention européenne des droits de l'homme de la même manière que les arguments tirés de la violation de la loi. Je vais aller lire la Convention, les articles qui sont invoqués, je vais aller lire la jurisprudence, celle du Conseil d'État, qui est ma juridiction suprême, je vais aussi aller lire la jurisprudence de la Convention européenne, de la Cour européenne des droits de l'homme, et je vais lire la jurisprudence de la Cour concernant des affaires similaires, quel que soit l'État contre lequel cette décision a été rendue. Enfin, l'après-midi, après avoir déjeuné, bu un verre de vin français, je vais siéger en audience. Lorsque je siège en audience, le déroulement de cette audience a été en partie influencé par la Convention européenne des droits de l'homme. L'audience est publique. Toutes les audiences sont publiques, elles ne l'étaient pas toutes dans les années 80, et si elles le sont toutes aujourd'hui, c'est grâce à la Convention européenne des droits de l'homme. Pendant une audience, devant le juge administratif, vous avez 3 juges qui vont prendre la décision, et vous avez un autre juge qui va parler, donner son opinion à l'oral sur le dossier devant les parties. Il ne représente ni l'administration ni le requérant, il s'exprime en toute indépendance. C'est une aide pour la formation de jugement, c'est ce qui a été appelé hier, ce qui s'appelait autrefois le commissaire du gouvernement, et qui s'appelle aujourd'hui le rapporteur public. S'il s'appelle aujourd'hui le rapporteur public, c'est parce que la Convention européenne des droits de l'homme, c'est parce que le juge administratif s'est approprié la Convention européenne des droits de l'homme. Si ce juge parle avant les parties, et si les parties aujourd'hui peuvent répliquer à ce juge, c'est parce que le juge administratif français s'est approprié la Convention européenne des droits de l'homme. Et si le soir, je regarde le nombre de dossiers que j'ai en stock, dans mon stock personnel, si le soir, je regarde les délais de jugement, c'est aussi parce que l'exigence d'un délai raisonnable de jugement est une obligation qui a été imposée par la Convention européenne des droits de l'homme. Encore une fois, la Convention n'est pas la seule norme que j'applique. Mais vous voyez, en observant ce parcours d'un juge administratif du matin au soir, que cette convention occupe une place tout à fait spéciale et que je la rencontre dans mon activité quotidienne en permanence, que ce soit sur le fond ou sur la procédure. Et c'est tout à fait normal, parce qu'en tant que juge national, je suis un juge du droit interne, mais je suis aussi le juge de droit commun d'application de la Convention européenne des droits de l'homme. Comment en est-on arrivé là? Ce sera mon premier point. Qu'est-ce que cette intégration a changé pour mon travail quotidien, pour la procédure juridictionnelle devant le juge administratif? Ce sera mon second point. Et enfin, qu'est-ce que cette situation a changé, non pas pour mon travail quotidien, mais de manière plus générale pour les missions du juge administratif que je suis? Ce sera mon troisième point qui fera office de conclusion. Comment en est-on arrivé là? D'abord parce que la France a un cadre juridique favorable, mais je crois le savoir comme la Russie. Un cadre juridique favorable, je mentionnerai 2 points. La Constitution française de 1958, dont un article, l'article 55 peu importe, prévoit que les traités régulièrement ratifiés ont une autorité supérieure aux lois.
Deuxième aspect qui forge ce cadre juridique favorable, c'est la Convention elle-même, qui est directement applicable, self-executing, dans l'ordre juridique français comme dans tous les ordres juridiques. Et ces deux facteurs, ils permettent aux justiciables d'invoquer directement devant le juge la Convention. Et ils permettent au juge d'écarter l'application de la loi nationale pour faire directement application de la Convention. Je vais prendre un exemple très concret. La loi interne, la loi nationale prévoit que dans certaines hypothèses, un ressortissant étranger peut bénéficier d'un titre de séjour, par exemple, lorsqu'il est marié, il ou elle est marié à un ressortissant français. Et la loi fixe un certain nombre de conditions pour que cette personne soit régularisée. Eh bien, si l'étranger ne rentre pas dans les conditions qui sont prévues par la loi, mais qu'il a en France une vie familiale d'une intensité telle que la décision de refus de titre de séjour méconnaîtrait la Convention européenne des droits de l'homme, son article 8, eh bien, cette personne a le droit à un titre de séjour. Donc, en tant que juge, je ferai application directement de la Convention et directement sur le fondement de la Convention, j'ordonnerai à l'administration de délivrer un titre de séjour à cette personne, alors même qu'elle ne rentre pas dans les conditions prévues par la loi interne pour obtenir ce titre de séjour. Donc le cadre juridique en France est favorable à l'intégration de la Convention. Mais cette intégration a été longue. Il ne faut pas le cacher. Plusieurs aspects ont été évoqués hier, je ne reviendrai pas dessus. Disons qu'il a fallu tout de même un certain nombre d'années, voire très longtemps, aux juges administratifs pour intégrer la Convention européenne des droits de l'homme. Il y a eu plusieurs périodes. Si je mentionne les deux dernières étapes, à partir des années 90, de l'arrêt Niccolo qui a été mentionné hier, le juge a commencé à appliquer joyeusement la Convention européenne des droits de l'homme. Et puis, au début des années 2000, et pendant quelques années, il y a eu tout de même une espèce de conflit larvé, de guerre de tranchées entre le juge administratif français et la Cour européenne des droits de l'homme, une guerre à partir du moment où le juge administratif a eu le sentiment que la Cour touchait à son héritage, à ses traditions, autour du droit au procès équitable. Et à partir de l'année 2006, les années 2006-2007, on est entré dans une phase que j'appellerais l'appropriation sereine. Le juge administratif est sorti de cette guerre de tranchées, il a pris le parti non plus seulement d'attendre les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, ou de réagir à ces arrêts, il a pris le parti de s'approprier la Convention, à tout le moins, dans des domaines essentiels. Il y a encore des progrès à faire, bien évidemment. Mais à partir du moment où il a pris le parti de s'approprier cette Convention, voire parfois de devancer la jurisprudence de la Cour, eh bien, les relations entre le juge administratif et la Cour se sont pacifiées. Voilà comment on en est arrivé là. Qu'est-ce que cette situation a changé? C'est mon deuxième point pour mon travail quotidien. Qu'est-ce que cette situation de pleine appropriation de la Convention a changé sur l'identité de la juridiction nationale à laquelle j'appartiens? Bien, je vais vous donner deux réponses. La première va peut-être vous surprendre. En réalité, pas grand-chose. On est ici entre nous, donc vous ne le répéterez pas, bien évidemment. Mais finalement, après des années de résistance, après des années de critiques contre la Cour européenne des droits de l'homme, après des années de frayeur face au fait que la Convention allait bouleverser tout l'ordre juridique français, finalement, appliquer pleinement la Convention n'a pas changé grand-chose. Tout ce qui fait la tradition du juge administratif français, tout ce qui fait qu'il est un juge national, tout ce qui fait son histoire, tout cela a été conservé et a été préservé. Nos modalités de fonctionnement interne ont un petit peu évolué, mais pas tant que ça finalement. Ou elles ont évolué, mais les principaux changements ne sont pas le fait de la Convention, ils sont le fait d'autres facteurs, comme l'augmentation, notamment des recours qui sont portés devant la juridiction administrative. Et, j'allais dire, tout cela n'a pas changé, mais a un petit peu changé quand même, et a changé, à mon avis, dans un sens d'amélioration, a changé pour quelque chose de mieux. Ces changements qui ont été induits par la Convention européenne des droits de l'homme et par la jurisprudence de la Cour ont été positifs dans le cadre de la procédure administrative.
Je ne reviendrai pas sur ces changements en détail, ils ne sont pas, à mon avis, très intéressants, du moins dans ce contexte. Je dirais que l'effet qu'a eu la Convention européenne des droits de l'homme et la jurisprudence de la Cour sur le travail quotidien, sur la procédure devant les juridictions administratives, ça a été de placer le justiciable, la personne, au cœur de nos préoccupations. Parce que ce qu'il faut comprendre dans l'histoire et la création de la juridiction administrative française, c'est qu'elle est née d'une fonction de contrôle de l'administration. Elle est née d'une fonction interne de contrôle de l'État. Elle est née à la fin du XIXe siècle, elle a évolué autour d'un contentieux qui est un contrôle de l'égalité des décisions administratives. C'est l'essentiel de notre mission. Nous prenons les décisions de l'administration et nous vérifions si elles sont légales, si elles respectent l'ensemble du système juridique. Or, dans cette histoire, compte tenu de la manière dont est né le juge administratif français, ce qui est au cœur, à l'origine du procès administratif, c'est l'acte administratif, c'est un bout de papier. Et il a fallu du temps pour que nous découvrions véritablement que derrière ce bout de papier, derrière le dossier, se cache un être humain, des personnes, une société, une association. Et cette prise de conscience du fait que nous sommes de vrais juges, c'est-à-dire que nous jugeons des personnes, des êtres humains, nous le devons notamment à la Convention européenne des droits de l'homme, et je dirais en particulier à un arrêt qu'a rendu la Cour, c'est l'arrêt Cress. Peu importe, je ne rentrerai pas dans le détail, mais dans cet arrêt qui a visé directement la juridiction administrative, la Cour européenne des droits de l'homme mentionnait le justiciable, je cite, non rompu aux arcanes de la juridiction administrative, c'est-à-dire monsieur tout le monde, qui finalement est bien le requérant devant les juridictions administratives. Donc il y a eu une évolution de la perspective, mais tout ça sans jamais remettre en cause ce qui fait le juge administratif, sa tradition, son héritage, et ce qui fait, je l'espère du moins, son utilité sociale. Qu'est-ce que cette pleine appropriation de la Convention a changé de manière générale pour la mission du juge administratif français? Beaucoup de choses, et c'est sans doute ce qui est le plus important. La Convention n'a pas bouleversé nos traditions, mais elle a profondément fait évoluer notre mission. Je mentionnerai 2 points à cet égard. D'abord, concrètement, juridiquement, la Convention a eu, je crois, 2 apports majeurs. Elle nous a conduits à approfondir le contrôle que nous exerçons comme juges sur l'action de l'administration. Jusqu'à il y a encore quelques années, nous n'exercions qu'un contrôle très éloigné sur ce que faisait l'administration. Eh bien, grâce à la Convention, grâce à la jurisprudence de la Cour, nous nous sommes pleinement appropriés le principe de proportionnalité. Ce principe qui est un principe moteur essentiel qui permet de garantir le respect par l'État, par la puissance publique des droits fondamentaux. Et si nous nous sommes appropriés pleinement ce principe, c'est aussi grâce à la Convention. Ensuite, la jurisprudence de la Cour et la Convention ont aussi étendu le champ de notre contrôle. Jusqu'à il y a encore quelques années, jusqu'au milieu des années 90, il existait encore en France, dans l'administration française, il en existe peut-être encore, mais j'espère qu'elles se réduisent, des zones de non-droit. Les prisons, par exemple. Grâce à la Convention européenne des droits de l'homme, grâce à la jurisprudence de la Cour, le juge administratif français est entré dans ce qui se passe dans les prisons et a commencé à contrôler les mesures qui sont prises par l'administration pénitentiaire à l'encontre des détenus. Des progrès peuvent être encore accomplis, bien évidemment, mais ça a été, je crois, une vraie révolution pour le juge administratif et un progrès dans l'état de droit qui a été généré par la Convention européenne des droits de l'homme et la jurisprudence de la Cour. Plus généralement, et en guise de conclusion, si je devais synthétiser ce qu'a apporté la Convention européenne des droits de l'homme à la mission du juge administratif français, c'est qu'elle a placé la protection des droits fondamentaux, et plus généralement la protection des droits des personnes, au cœur de l'office de ce juge, au cœur de la mission de ce juge. Être juge administratif, c'est juger l'administration, c'est essayer en permanence de trouver un équilibre entre, d'un côté, l'intérêt général que représente la puissance publique, qui doit agir pour le bien de tous et non pas pour l'utilité particulière de certaines personnes, et de l'autre côté, la protection des droits des personnes, et bien évidemment, parmi ces droits, les droits fondamentaux, les droits de l'homme.
Le juge administratif français, quand il s'est construit à la fin du XIXe siècle, il a placé avant tout dans son office l'administration au cœur de son action. Il a évolué, ça a été dit hier, il a évolué après la Seconde Guerre mondiale comme un juge de protection des libertés publiques, c'est-à-dire des libertés qui sont protégées par l'État. Et il est devenu, grâce à la Convention européenne des droits de l'homme, un juge des droits fondamentaux, un juge des droits de l'homme. Et ainsi, il remplit, je crois, complètement sa mission de juge. Être juge, du moins tel que je le conçois, qu'est-ce que c'est? Vous connaissez la Joconde, Mona Lisa? Oui? Bien. Est-ce que vous vous représentez le tableau de la Joconde, avec son sourire? À la droite de la Joconde, donc à la gauche de celui qui regarde, vous avez un paysage de désolation, un paysage de rochers, des montagnes abruptes. À la gauche de Mona Lisa, vous avez un paysage de sérénité, un paysage de calme, la paix. Et ce qui permet de passer du chaos à la sérénité, c'est le sourire de Mona Lisa, c'est le sourire de la Joconde. C'est ce sourire qui guide l'observateur du chaos vers la paix. Eh bien, le juge, et je dépasse là le cadre français, du moins tel que je le conçois, le juge, c'est le sourire de Mona Lisa. Sa mission, c'est de rétablir la paix, c'est de rétablir la sérénité, l'ordre social. Et cette mission, aujourd'hui, en Europe, il ne peut pas la remplir sans la Convention européenne des droits de l'homme. Autrement dit, la Convention européenne des droits de l'homme, avec les autres normes que le juge applique, la Constitution, la loi, eh bien, la Convention européenne des droits de l'homme, c'est l'un de ces coups de pinceau du maître qui rendent si beau le sourire de la Joconde. Je vous remercie. Спасибо большое, Тимоти. Я думаю, что будут вопросы. Алексей Павлович, пожалуйста. Господин Тимоти, большое спасибо за интересный доклад. Мы теперь понимаем, что во Франции есть суды, на которые можно ориентироваться и ставить их в пример нашим судам, насколько вы глубоко применяете Европейскую конвенцию. Но я хотел бы задать одну ситуацию, которую вы как судья, возможно, бы нам сейчас отквалифицировали и разрешили. Французская пресса сегодня обсуждает ситуацию, когда одна семья, не имеющая права жить во Франции, была выслана в Косово. И, в частности, задет там вопрос того, что девочка 12-летняя по имени Иордана, полиция остановила автобус школьный, и оттуда ее вытащила, в общем, и тоже ее депортировали из Франции. Это вызвало, такой очень чувствительной, эмоциональной и доброй французской публике, конечно, возмущение, что это очень жестоко. И после этого господин Франсуа Олланд, президент Французской Республики, он сделал заявление, он сказал, если эта девочка хочет жить у нас во Франции, если ей у нас нравится, пусть приезжает, но только одна, без семьи. Что, конечно, очень странно, потому что ей всего 12 лет, и как может президент приглашать ребенка во Францию? То есть как бы здесь нарушается статья 8 Конвенции Европейское право на совместную жизнь. В общем, эта ситуация такая. Какая меня, как юриста, интересует юридическая квалификация? Первое. Если у президента Французской Республики в его компетенции право и возможность решать такие дела индивидуально, если есть, то тогда как быть с принципом равенства по отношению к другим иммигрантам, которые бы тоже хотели жить во Франции? Если такого права нет, то, видимо, тогда он даст распоряжение французским административным судам, чтобы они вынесли соответствующее решение. И тогда возникает вопрос, есть ли у французского президента такие возможности влиять на суд с тем, чтобы он вынес нужное президенту решение. И вообще, как юридически решить эту ситуацию, о которой заявил президент Франсуа Олланд, это, видимо, в вашу компетенцию как раз входит. Такой вопрос. Merci beaucoup. Extrêmement intéressante, qui est un tout petit peu délicate pour un juge soumis à une obligation de ne pas critiquer les pouvoirs publics.
je répondrai deux choses sur les deux questions. D'abord, sur la place des tribunaux, le rôle éventuel des tribunaux dans cette hypothèse, et ensuite sur la compétence du président de la République. Il y a assez peu de chances, si cette jeune fille revient en France, il y a assez peu de chances que les tribunaux administratifs soient invités à donner une décision. La compétence pour décider du séjour d'un étranger en France est une compétence qui est dévolue à l'administration. Les tribunaux n'interviennent ensuite que sur demande de l'étranger, lorsque l'administration refuse un titre de séjour ou lorsqu'elle prend elle-même une décision d'éloignement. Les tribunaux, n'interviennent que sur recours de l'étranger pour contrôler la légalité de ce qu'a fait l'administration. Et quand je dis la légalité, c'est-à-dire contrôler si cette décision respecte notamment la Convention européenne des droits de l'homme. Donc en réalité, si jamais cette jeune fille est autorisée à revenir en France sur une décision administrative, elle va bénéficier d'un droit au séjour, et donc elle n'aura pas intérêt à agir contre la décision qui lui donne ce droit au séjour, puisque cette mesure est supposée lui être favorable. Donc il y a peu de chances que les tribunaux interviennent. Si jamais ils intervenaient d'une manière ou d'une autre, et ils sont intervenus sur la situation de cette famille, qui avait demandé plusieurs fois des titres de séjour et qui a contesté les refus de titres de séjour devant la juridiction administrative. Si les tribunaux interviennent, le principe est qu'en France, les tribunaux sont, y compris les tribunaux administratifs, sont indépendants et impartiaux. Donc, le fait que le président de la République ou n'importe quelle autorité gesticule devant une caméra de télévision, juridiquement, n'a strictement aucune incidence sur ce que vont juger les tribunaux. Et il n'y a aucun, il en existe, mais il existe aussi des contre-mesures contre ces hypothèses, il n'y a aucun moyen de pression directe du pouvoir exécutif sur les tribunaux, aucun moyen de pression sur notre carrière. Voilà, alors je ne cacherai pas que ça peut exister, bien évidemment, des instructions, des petites phrases ou des choses comme ça. Mais nous avons essayé de construire un système qui permette de prémunir les juges contre l'exécutif. Aucun monde n'est parfait, des améliorations sont possibles, mais les bases sont là pour essayer de faire en sorte que la justice soit totalement indépendante. Sur la réponse à votre première question, est-ce que le président de la République est compétent? A priori, non. Il n'est pas compétent directement, parce que la loi prévoit la compétence de l'autorité administrative au sens général du terme, et plus particulièrement des préfets. Donc le président de la République n'est pas directement compétent, mais dans la structure de la hiérarchie administrative française, il a le pouvoir de donner instruction à ses ministres qui eux-mêmes sont les chefs de l'administration. Donc bien évidemment, au final, le président de la République a une capacité d'influence sur ce que va décider l'administration. Est-ce que j'ai à peu près répondu à vos questions? Да, я просто дополню, что эта семья ведь была выслана тоже на основании судебного решения. Следовательно, заявление президента как бы отменяет его, это решение, в какой-то части. Так получается? Alors non, cette famille a été renvoyée sur décision de l'administration. Il y a toujours une décision de l'administration au départ. Le tribunal n'intervient pas sans décision de l'administration. Cette décision, il y a une décision de l'administration au départ, il y a eu un recours fait par cette jeune fille, en tout cas sa famille, devant le tribunal, et le tribunal a dit la décision de l'administration est légale. Cette décision-là, elle a dit elle est légale, donc la jeune fille peut être éloignée vers le territoire. Mais c'était cette décision-là. Il y a un principe dans le droit des étrangers, qui est un principe général, qui est que l'administration peut toujours, de manière totalement discrétionnaire, même si la loi ne le prévoit pas, elle peut toujours, si elle le souhaite, accorder la régularisation d'un étranger. C'est une part de souveraineté. Donc l'administration peut éventuellement, même si les conditions prévues par la loi ne sont pas remplies, elle peut toujours accorder une régularisation à un étranger. Хорошо, спасибо. Серж Сломан.
Juste pour compléter, moi, j'ai l'avantage d'avoir une liberté de parole totale, y compris à l'égard du président de la République, puisque je suis universitaire. C'est un très beau cas pratique, l'affaire Leonarda, parce que il y a absolument tout. Bon, d'un côté, il y a le père qui est en Italie ou en France depuis très longtemps, depuis les années 70, qui a multiplié les demandes d'asile, qui a un comportement souvent de fraudeur, etc., et qui a un refus d'asile et a une obligation de quitter le territoire français. D'ailleurs, il a été renvoyé avant la famille, et ça me paraît incontestable. Tout a été confirmé par le juge administratif, etc. Donc, il n'y a aucun problème pour le père. À côté, il y a la famille avec une mère qui est née en Italie, qui n'est pas italienne parce qu'il n'y a pas de droit du sol en Italie, et les enfants qui sont nés en Italie ou en France. Et donc là, c'était un peu plus problématique. Il a été envisagé des possibilités de régularisation de la famille. Ça a été demandé. Actuellement, on a une circulaire de Manuel Valls qui permet la régularisation des enfants scolarisés, etc. Mais on a estimé que cette famille n'était pas assez intégrée pour la régulariser. Donc c'est un pouvoir d'appréciation du préfet, et le juge ne peut pas grand-chose par rapport à ça. Donc la décision de renvoi me semble légale. Ce qu'il faut bien comprendre en France, c'est que les enfants, il n'y a pas de mesure d'éloignement à l'encontre des enfants. Donc les enfants, c'est des bagages des parents, simplement en droit français. Ça peut protéger les parents dans certains cas, c'est-à-dire si les enfants ont beaucoup d'attaches avec la France, on va estimer qu'on ne peut pas renvoyer les parents parce qu'il y a une atteinte à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ou l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant, tout doucement, oui. Mais en revanche, les enfants, on n'examine pas leur cas, il n'y a pas de mesure d'éloignement individualisée des enfants. Et en théorie, ils ne peuvent pas être placés en rétention administrative, sauf cas très exceptionnel. Et donc vous comprenez que dans ce cas-là, c'était compliqué parce que le père était renvoyé, il fallait renvoyer la famille, et pour renvoyer la famille, il fallait renvoyer tous les enfants en même temps. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette fameuse histoire du bus, parce qu'il y avait la fameuse Leonarda qui n'était pas à la maison et qui était dans un bus scolaire, en voyage scolaire. Donc l'interpellation s'est faite là. Après, pour le retour, donc la famille est renvoyée. Il y a un problème de nationalité, on ne sait pas bien la nationalité des enfants. Est-ce qu'ils sont kosovars alors qu'ils n'ont jamais mis les pieds? Le Kosovo ne les reconnaît pas. Dans l'exécution de la décision, il y a un problème, c'est que le laissez-passer qui a été utilisé, c'est un laissez-passer européen, et c'est une législation un peu nouvelle, pas très claire, où clairement le Kosovo n'a pas vraiment donné son accord, donc ça pose un problème et il n'y a pas de contrôle là-dessus, hein, le juge administratif n'est pas au courant, hein. Donc ça se passe après le juge administratif, les laissez-passer, donc là il y a un vrai problème d'exécution de la décision. Et pour le retour, en fait, très clairement, le président de la République peut donner consigne au ministre de l'Intérieur qui est chargé de l'immigration de donner un visa. Donc il n'y a pas de problème en droit pour qu'il y ait un visa qui soit accordé à Leonarda. Mais évidemment, il y a un problème d'atteinte à la vie familiale parce qu'on sépare cette gamine de sa famille. Et pour le coup, c'est problématique. Alors, sauf si les parents acceptent de l'envoyer être scolarisé en France, être pris en charge par des dispositifs publics. Mais bon, c'est vraiment problématique et je pense que ce n'est pas souhaitable pour cet enfant qui est beaucoup mieux avec sa famille. Donc voilà, donc vous voyez, c'est une situation extrêmement complexe où on a des enfants nés en Italie, en France, une mère née en Italie, qui n'ont pas la nationalité européenne, mais on ne sait pas vraiment leur nationalité. Enfin, vous voyez, on est dans typique le cadre du droit des étrangers où il est difficile de trancher pour tout le monde dans ces histoires-là. Je voudrais juste poser une question par rapport à votre intervention. J'ai une interrogation s'il n'y a pas une différence entre le corps de magistrats administratifs, qui est au niveau des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel, et vous faites partie de ce corps, qui sont des vrais magistrats indépendants, qui ont les garanties d'indépendance, qui, en plus, maintenant, il y a un concours spécifique, ils sont majoritairement plus issus de l'École nationale d'administration, donc c'est tout de même, à mon avis, un avantage. Donc, et je pense qu'aujourd'hui, on est à maturité et l'indépendance a été acquise. Et le Conseil d'État, qui reste des fonctionnaires, nommés par le président de la République, révocables par le président, qui reste soumis à l'exécutif. Alors je sais qu'il y a une longue tradition d'autonomie au Conseil d'État et d'indépendance, mais je pense qu'on conserve un Conseil d'État qui est tout de même toujours plus proche des préoccupations de l'administration que du justiciable, que de l'administré. Et je pense que sur l'application de la Convention européenne des droits de l'homme, au niveau de la jurisprudence du Conseil d'État, on peut faire une distinction entre le fait qu'il s'approprie les instruments d'un point de vue formel, mais quand il fait effectivement le contrôle, par exemple, on pourrait prendre beaucoup d'illustrations sur le contentieux des détenus. Toutes les normes européennes sont appliquées, toutes les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme sont appliquées, mais concrètement, il n'y a pas beaucoup d'annulations. Il n'y en a même quasiment jamais. Donc la protection, est-ce qu'elle est vraiment effective et réelle? Moi, j'ai des grosses interrogations dans la jurisprudence.
C'est une question délicate. Je répondrai extrêmement rapidement pour pas prendre sur le temps, mais oui, sur la question de l'indépendance et de l'impartialité, de la qualité de magistrat, de l'authenticité de la qualité de magistrat des membres du Conseil d'État. Donc je rappelle, ça, vous l'avez sans doute tous compris, mais il y a une distinction entre les juges administratifs qui travaillent en tribunaux et en cours et les membres du Conseil d'État. Ce sont deux choses qui sont relativement séparées. En ce qui concerne les membres du Conseil d'État, il y a deux aspects, me semble-t-il, qui contribuent encore, au moins sur le papier en grande partie, et peut-être en partie également dans les faits, à les rapprocher de l'administration. Il y a d'abord la double fonction, bien évidemment. Les membres du Conseil d'État, le Conseil d'État est à la fois le juge administratif suprême, mais il est aussi un organe, certes indépendant, mais un organe de conseil juridique du gouvernement et du Parlement aujourd'hui. Donc le cumul de ces deux fonctions, nécessairement, donne une proximité plus grande des membres du Conseil d'État par rapport à l'action de l'administration. Il y a un ensemble de garde-fous, de garanties qui ont été approfondies au cours des dernières années qui permettent de séparer ces deux fonctions à l'intérieur du même corps, mais il se trouve que dans la tradition du Conseil d'État, conseiller l'administration et juger l'administration, c'est une fonction qui va de pair et donc qui rapproche un peu plus les membres du Conseil d'État de l'administration. Il y a un deuxième aspect qui est peut-être plus formel que réel, c'est la question des garanties d'impartialité et d'indépendance. Dans la tradition du Conseil d'État, effectivement, les membres du Conseil d'État sont indépendants et impartiaux, mais purement par tradition. Il n'y a pas de garantie écrite de cette indépendance. Et ça, dans le système de la Convention européenne des droits de l'homme, je ne cache pas que l'absence d'apparence d'impartialité peut poser un certain nombre de questions, pour le dire de manière assez pudique. Ensuite, sur la question des détenus, voilà, le Conseil d'État il y a deux voies de réponse. D'abord, le Conseil d'État est la juridiction qui a sans doute dans l'histoire le plus résisté à l'intégration de la Convention européenne des droits de l'homme. Et je ne cacherai pas, pour avoir quelques connaissances du fait de fonction passée, de l'intimité de ce qui se passe à l'intérieur du Conseil d'État, qu'il y a des luttes à l'intérieur de cet organe entre les tenants forts d'une pleine intégration européenne, d'une pleine application de la Convention européenne des droits de l'homme, qui ont pris le pouvoir au Conseil d'État il y a quelques années quand même. Mais le Conseil d'État est un organe collégial et il y a encore des résistances. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, sur les prisonniers, alors je ne pense pas que ça vienne véritablement d'une volonté même larvée de ne pas pleinement appliquer la Convention. Je crois que l'une des principales questions du Conseil d'État, de la manière dont juge le Conseil d'État, c'est encore une déconnexion partielle avec la réalité de ce qui se passe. Et ça, il y a des évolutions, c'est quelque chose dont les instances dirigeantes du Conseil d'État ont pleinement conscience, mais je crois que pour rendre la justice, il faut savoir ce qu'on juge très concrètement. Il faut avoir une vision très concrète de ce qui va se passer ensuite en fonction de ce qu'on juge, et une vision peut-être un petit peu plus concrète aussi de ce qu'on décide, de la manière dont on dit les choses dans nos décisions de justice. Or, le Conseil d'État, comme juridiction administrative suprême, a encore quelques soucis à avoir une vision concrète de la chose jugée et de ce qui va se passer très concrètement après dans une prison en fonction de ce qu'il juge. Et ça, je pense que c'est le principal reproche qu'on peut faire aux décisions du Conseil d'État. Спасибо большое. Я знаю, что вас уже ждет такси. Да. Но, может быть, мы еще позволим один вопрос задать? Пожалуйста. Будьте добры, подскажите, пожалуйста, очень короткий вопрос. При вынесении решений вы, как судья, используете в качестве оснований ссылки на постановление Европейского суда по правам человека? Или вы ограничиваетесь просто познанием этих постановлений и не указываете в решении ничего? Спасибо. Vous avez tous décidé aujourd'hui de me poser des questions pièges. Je vous explique pourquoi. Parce que le fait, il n'est pas dans la tradition française, dans un jugement, quel qu'il soit, de la justice judiciaire comme de la justice administrative, il n'est pas dans la tradition française de faire référence à de la jurisprudence
que ce soit d'autres cours ou de sa propre cour. Vous ne trouverez jamais dans des décisions du Conseil d'État des références explicites à sa propre jurisprudence passée. Pourtant, il la suit. Il la suit très clairement, et lorsqu'il y a eu une décision de principe rendue par le Conseil d'État, toutes les décisions suivantes et toutes les décisions des cours et des tribunaux suivront cette jurisprudence. Mais jamais ils ne le diront explicitement. Ça, c'est la tradition juridique française qui est inspirée ou qui résulte du droit romano-germanique, c'est-à-dire qu'on juge toujours à partir d'une norme générale et impersonnelle, et la jurisprudence est supposée ne pas être source de droit. Néanmoins, il y a eu et il y a encore des évolutions dans ce domaine. Première évolution, elle vient de ce que, depuis quelques années, de plus en plus, le Conseil d'État et donc les juridictions subordonnées citent dans leurs arrêts des jurisprudences européennes, de la Cour de justice et de temps en temps, de plus en plus, de la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, qu'on soit bien d'accord sur cette question, le fait que la jurisprudence soit explicitement citée ou pas n'a aucune incidence. Le Conseil d'État, autant que faire se peut, et les autres juridictions suivront la jurisprudence, mais ils ne le diront pas explicitement. Vous le trouverez dans les conclusions, notamment de ce magistrat qui parle tout seul, qui dira « voilà quelle est la jurisprudence », et vous comprendrez à la fin que c'est bien ça qui a été suivi. Mais aujourd'hui, et c'est pour ça que je disais que c'est une question piège, il y a un débat à l'intérieur de la juridiction administrative, une question d'évolution des rédactions de la décision, qui pourrait aboutir à ce qu'on cite de manière quasiment systématique les précédents jurisprudentiels, comme le fait la Cour européenne des droits de l'homme, par exemple. Donc si je synthétise, il y a vraiment deux réponses à votre question. Il y a l'aspect purement formel, il n'est pas dans la tradition qu'on cite, et il y a l'aspect réel, qui est, même si on ne cite pas, on suit la jurisprudence, au fond. Mais c'est un débat extrêmement fort à l'heure actuelle dans la juridiction administrative. C'est pour ça que je disais, et pardonnez-moi, que c'est un peu une question piège. Vous trouverez, pardon de le citer, quelques arrêts de la Cour administrative d'appel de Paris qui a commencé à citer des précédents il y a quelques mois à peu près, puis qui s'est fait un peu taper dessus. Donc voilà. Спасибо большое, Тимоти Перес. Я думаю, не хочется вас, конечно, отпускать. Спасибо большое за ваше выступление, за ответы на вопросы. Спасибо большое. Вам спасибо. Спасибо. Сейчас у нас опять перерыв на кофе. Давайте так поступим. Сейчас 12:13. До 12:40 у нас кофе-брейк, там же, где было вчера, на лифт, кнопочка P, R. Вот. И общее фото сейчас мы сделаем, а потом пойдем на кофе. И просьба не задерживаться на кофе-брейке, потому что у нас еще много выступлений, и нам нужно закончить немножко пораньше сегодня. Фотограф-то где? Подходите сюда, Рома. Подходите сюда. Чем быстрее мы сфотографируемся, тем больше и кофе выпьем. И быстрее. Поближе сюда, вставайте. Маша, Мария, поближе, поближе.